Bonjour tout le monde et bienvenue à Urgence économique. Il n'aura échappé à personne que le Maroc et la France connaissent un froid diplomatique depuis plusieurs mois. Alors l'affaire elle est récurrente, à chaque fois qu'il y a la gauche au pouvoir en France, ça donne lieu systématiquement à un froid diplomatique, mais aujourd'hui la donne est fondamentalement différente. Car le mouvement politique qui dirige actuellement la France ne peut être qualifié ni franchement de gauche ni franchement de droite, mais nous avons quand même un problème. Alors si formellement le froid est de nature diplomatique ou politique, peut-être qu'il est également profondément économique, ou pas. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour en parler notre invité, Monsieur Mostafa Tossa. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes journaliste et politologue. Oui. Vous êtes maroco-français ou franco-marocain, ça dépend du point de vue et Oui. du lieu à partir duquel on parle. Et ma première question, peut-on dire, comme certains l'affirment, que le problème est fondamentalement économique et que la dimension politique ou diplomatique n'est que l'expression de ce problème profondément économique entre Paris et Rabat? Alors moi, je serais tenté par dire le contraire. Le problème est fondamentalement politique et il peut avoir des répercussions économiques. Mais jusqu'à présent, d'ailleurs, il y a eu des études et des articles publiés dans la presse, notamment française, qui a fait le constat que malgré cette tension palpable entre les deux autorités marocaines et françaises, il n'y a pas eu une grande catastrophe économique dans les relations entre les deux pays. La balance commerciale et tout ce qu'il y a d'équilibré et de respectable entre la France et le Maroc. Les investissements français sont toujours là. Les ambitions de consacrer une présence française sur le marché marocain et peut-être éventuellement sur le marché africain à travers l'expérience du Maroc, c'est toujours là. Il y a des visites récurrentes, notamment du patronat français qui vient discuter avec les autorités marocaines. Donc on ne peut pas dire que nous vivons, à cause de cette tension diplomatique entre les deux pays, une catastrophe économique. Moi, je le conçois autrement. Alors peut-être que parmi les conséquences de cette crise politique, si elle dure, et si on n'arrive pas à trouver une solution, une sortie de crise, peut-être qu'elle aura des traductions réellement économiques qui porteraient atteinte à la coopération économique intense qu'il y avait entre Rabat et Paris. Peut-être, mais pour le moment, on ne peut pas dire que nous vivons une crise économique entre le Maroc et la France. Alors, une crise peut-être pas, une catastrophe non plus, mais il y a quand même des mouvements très profonds que l'on a observés. Alors peut-être qu'il y a une forme d'illusion par rapport à cela, mais il y a premièrement des entreprises françaises installées au Maroc qui ont été rachetés par un capital marocain, donc peut-être que c'est dans la nature des choses, c'est des mouvements, mais on peut les interpréter comme étant une tentative du Maroc peut-être d'éjecter ou de souverainiser une partie de son appareil productif, on l'a vu dans le secteur bancaire, peut-être dans d'autres secteurs à l'avenir, et puis de l'autre côté, on a vu que l'Espagne est en train de redevenir le principal partenaire économique du Maroc au sein de l'Union européenne, alors que pendant quand même un certain laps de temps, ça a été la France. Donc il y a un mouvement dans cette cartographie. Et ce mouvement est tout à fait, à mon sens, logique et explicable. C'est qu'à partir du moment où vous avez une tension au plus haut niveau de l'État, à partir du moment où vous avez des divergences politiques entre le Maroc et la France, à partir du moment où vous n'êtes même pas en capacité d'organiser une visite d'État, d'Emmanuel Macron au Maroc ou bien du roi Mohamed VI en France. Forcément, fatalement, les conséquences, les dommages collatéraux sont un repli ou un début de repli, un recul des capitaux ou des entreprises ou de l'influence française sur le marché marocain. Cette situation est tout à fait inattendue. Sauf qu'il y a une prise de conscience de cette réalité et cette prise de conscience a été à l'origine d'un certain nombre de visites politiques extrêmement importantes, parmi lesquelles on peut citer la plus récente, c'est celle de Éric Ciotti, le patron des Républicains. La droite. Et quand on sait que les Républicains, la droite, c'est des partis politiques qui sont très proches des milieux d'affaires français, et l'obsession des milieux d'affaires français, c'est de ne pas perdre justement pied au Maroc, de ne pas perdre des zones d'influence au profit des Espagnols, des Chinois ou des Américains. Donc j'imagine s'il était venu au Maroc, c'est aussi pour transmettre cette crainte, cette obsession française de perdre des parts de marché. C'est-à-dire que le problème, c'est que
votre problème, c'est avec Macron et pas avec le capital français. Non. Nous, on est contre ces tensions, on veut faire des affaires. C'est un peu ça le message. Oui, c'est un peu ça. D'ailleurs, en plein crise et en plein mésentente entre la France et le Maroc, il y a eu un certain nombre de voix très influentes qui ont publié des articles, qui ont organisé des réunions, qui ont fabriqué des messages à destination de l'Élysée, à destination d'Emmanuel Macron, lui disant attention, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser parce que nous risquons de perdre beaucoup au Maroc si vous laissez la situation telle qu'elle et si vous ne prenez pas une décision de se rabiboucher avec le Maroc, de se réconcilier avec le Maroc et de remettre un petit peu la relation franco-marocaine dans les rails, au sein des rails qu'il n'aurait jamais dû quitter. Ce sont des rails importants, précieux et stratégiques. Donc il y a eu cette alerte. Est-ce que le message a été entendu par Emmanuel Macron? Est-ce que cela va être traduit par des prises de position, notamment pour justement dégoupiller cette crise entre le Maroc et la France? Ça, c'est toute la question. Mais il y a eu ces alertes, il y a eu ces messages de lampe rouge qui s'allument, qui ont été portés par Éric Ciotti, les Républicains, qui ont été portés par le patronat français, dont une délégation serait en visite, va effectuer une visite au Maroc. Autant de signaux qui sont adressés à l'autorité politique et diplomatique française en disant le Maroc est un partenaire essentiel et il ne faut pas laisser pourrir la situation parce que nous pourrions être les premiers perdants de ce bras de fer. D'autant plus que la France est en train de perdre pied globalement sur le continent. On l'a vu au Mali, Burkina Faso, la République centrafricaine, et puis il y a un effet de contagion qui est en train de s'étendre à d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest ou des pays du Sahel. Mais alors, si le problème n'est pas économique et que la dimension économique n'est que la conséquence d'un problème plus profond, alors où réside le vrai problème? Parce qu'il y a eu beaucoup de clashs ou de schémas de rupture. Il y a eu la question des quotas par rapport aux visas, alors qui a touché plusieurs pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, mais le Maroc faisait partie du lot, avec toujours pour prétexte un problème technique que le Maroc ne rapatrie pas ceux qui veulent être expulsés par l'État français. Deuxièmement, il y a eu l'affaire Pegasus, qui a été suivie par la question du Parlement européen, qui allait pointer du doigt le Maroc sans aucune preuve par rapport aux accusations. Et puis il y a la question du jeu d'équilibriste souvent maladroit que fait la France entre Alger et le Maroc. Alors, ces trois éléments-là, ou quatre éléments que j'ai évoqués, est-ce qu'il y a derrière une cause première qui serait le nœud du problème? Oui, toutes ces affaires que vous avez évoquées, et je rajouterai aussi la résolution du Parlement européen qui a critiqué le Maroc, et dont une grande partie de la charge a été inspirée, voire organisée par des députés de Renaissance, qui est le parti d'Emmanuel Macron. Alors, pour moi, ce sont que des symptômes qui révèlent un malaise et une divergence beaucoup plus profonde. Il y a entre la France et le Maroc aujourd'hui, les deux pays sont à la croisée du chemin. Le Maroc a formulé une demande claire par rapport à la diplomatie française en lui disant qu'il est temps de sortir de ce que le roi du Maroc et la diplomatie appellent la zone grise, la zone de confort. Il est inacceptable de continuer à tenir le manche par le milieu, à ne pas être totalement pour la marocanité du Sahara, pour ne pas justement déplaire au régime algérien. Et jusqu'à présent, jusqu'à une certaine date, et je la daterai de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, en 2020. Cette situation était tenable, était vendable par rapport à la diplomatie française, en disant finalement la France fait partie des premiers pays européens qui, dès 2007, le moment où l'option de l'autonomie a été mise sur la table, la France a dit c'est une des solutions crédibles, sérieuses sur lesquelles on peut travailler. La France a défendu cette option dans les forums internationaux, notamment les Nations Unies et les instances de l'Union européenne. Donc c'était, jusqu'à cette date-là, c'était une position très positive française à l'égard du Maroc. Et le Maroc lui était reconnaissant à la France de ce soutien précieux à l'international. Mais là, dans ce cas de figure, l'initiative était française, elle ne venait pas d'outre-Atlantique. Là, c'est différent. Il y avait ça, et puis le Maroc, et puis on n'avait pas encore un élément qui est venu
tout perturber, tout remettre en cause, qui est la reconnaissance américaine du Sahara, de la Marocaine du Sahara. Et cette reconnaissance n'est pas venue toute seule. Elle est venue accompagnée d'une évolution stratégique majeure qui est la signature d'un accord tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël. Et cet élément-là a complètement rebattu les cartes. C'est une évolution majeure dans la région qui n'a pas forcément été applaudie et acceptée par un certain nombre de milieux européens, notamment français, parce qu'ils estiment que dans ce précaré de l'influence française, dans ce voisinage européen, sont venues deux superpuissances militaires que sont les États-Unis et Israël, et ils ont bâti, construit, élaboré un traité de défense, de sécurité avec le Maroc. Cette réalité n'a pas plu. Bon, ils ont mal digéré ces victoires diplomatiques. Et puis, il y avait toutes ces questions-là que vous avez citées tout à l'heure, c'était des manières, des moyens de montrer sa mauvaise humeur, de montrer comme il ne pouvait pas ouvertement dire nous dénonçons ce traité parce que les pays restent quand même souverains. Le Maroc peut multiplier ses partenariats. Et puis c'est Washington, de l'autre côté, c'est pas n'importe qui. Et de l'autre côté, c'est Israël qui n'est pas n'importe qui. Donc aucun pays européen ne peut dénoncer frontalement ça. C'est imposé à ces pays d'autres manières, le recours à d'autres situations, à d'autres moyens pour faire passer des messages, pour, entre guillemets, régler des comptes, pour solder des comptes. Et pour rappeler leur capacité de nuisance et qu'ils doivent la prochaine fois être intégrés dans toute dynamique diplomatique. Pour rendre la monnaie de la pièce, renvoyer l'ascenseur. Donc on assiste à ça, mais à mon sens, le point configurateur de cette nouvelle période, c'est ce traité, c'est cet accord qui a reconnu la Marocanité du Sahara et qui a établi une alliance solide, extrêmement importante sur le plan militaire, et économique et stratégique entre trois pays qui avaient l'air d'énerver tout particulièrement les pays européens, notamment la France. Donc au lieu qu'il y ait un argument, un face-à-face de vérité pour poser la question. D'ailleurs, lors de la visite de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, rappelez-vous, il y a eu une conférence de presse avec le ministre marocain Nasser Bourita. Il y avait une phrase du ministre qui était très importante et qui peut-être passait inaperçue, c'est qu'il a essayé pendant cette conférence de dire et de lancer un message à destination de la France et de l'Europe en disant que si le Maroc multiplie ses partenariats, diversifie ses relations à l'international, il ne faut pas que les amis traditionnels du Maroc, notamment la France, se sentent menacés parce que ces partenariats peuvent être bénéfiques aux partenariats franco-marocains. C'est pas un jeu à somme nulle, c'est-à-dire pas parce qu'on établit des liens avec d'autres. C'est pas parce qu'on a établi une relation militaire importante avec les États-Unis et avec Israël que cela va forcément porter atteinte, que cela va forcément exclure la France de ce jeu. Et d'ailleurs, l'intérêt du Maroc, une fois s'il parvient à convaincre la diplomatie française de bouger les lignes de sa diplomatie sur le Sahara, c'est d'établir un vrai partenariat gagnant-gagnant. Il mettrait les moyens ensemble, les investissements ensemble, les expertises ensemble, les réseaux de relations que le Maroc a acquis sur un certain nombre de territoires africains pour monter des projets économiques gigantesques qui soient gagnants, bénéfiques pour les Français et les Européens, mais bénéfiques aussi pour le Maroc et bénéfiques aussi pour les pays africains. Parce que c'est ça, en fait, la nouvelle stratégie marocaine, c'est d'investir dans ces territoires africains et de faire gagner le citoyen africain de ces investissements. Et non pas rester dans la logique d'économie de prédation qui a été jusqu'à présent la règle d'un certain nombre d'entreprises françaises qui viennent, qui ramassent toutes les richesses des pays africains et qui ne leur laissent que des miettes, à tel point qu'on peut se retrouver aujourd'hui dans des pays africains d'une richesse immense, mais avec une pauvreté innommable. Donc ça, cet équilibre-là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et le Maroc a pris conscience de ça. On ne peut profiter des richesses de l'Afrique que si on engage les Africains à en bénéficier aussi. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui fait que le Maroc, dans un certain nombre de pays, avait une facilité beaucoup plus importante à pénétrer le marché et à s'installer et à conforter sa présence. D'égal à égal et sans prendre une forme d'auteur hautaine, comme le fait le capital français souvent.
Alors, si j'ai bien compris, le patronat français ne veut pas de cette crise diplomatique. Il a tout intérêt à ce qu'elle prenne fin. La diplomatie française comprend que ce n'est pas dans l'intérêt de la France d'entretenir ce schéma, parce que déjà elle perd pied un peu partout et qu'elle n'a pas intérêt à perdre un partenaire comme le Maroc. Alors, si tout ce beau monde-là a compris qu'il n'a pas intérêt, qui tire les ficelles? Peut-on parler d'un État profond français? Peut-on parler des renseignements? C'est-à-dire, qui est derrière? C'est-à-dire, Enfin, en fait, qui peut agir indépendamment des intérêts de la France, voilà, en passant par la France? en fait, la question est de savoir pourquoi, jusqu'à présent, ni les milieux d'affaires influents, ni les milieux de la diplomatie non moins influentes n'ont pas réussi à convaincre Emmanuel Macron qu'il est dans l'intérêt de la France de changer de posture à l'égard du Maroc. Alors là, sur cette question, il y a une vraie problématique proprement française. C'est la relation avec l'Algérie. Depuis que Emmanuel Macron est venu au pouvoir à l'Élysée lors du premier mandat, il est parti du principe et d'une idée préconçue selon laquelle le Maroc est un ami acquis. Et que, vu la nature de la relation, vu la durée de la bonne relation avec le Maroc, que ce soit sous la gauche de Mitterrand ou sous la droite, ou même s'il y a eu entre-temps une crise avec François Hollande, les deux partenaires marocains et français ont réussi à la dépasser. À partir du moment où il y a cette qualité de relation, on n'est pas obligé d'accorder une importance vitale à ce dossier. Par contre, il a beaucoup investi sur l'Algérie parce que, dans sa tête, il veut entrer dans l'histoire, marquer l'histoire de son empreinte, être le premier président de la République française à avoir réalisé des performances dans la relation avec l'Algérie. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de dire que l'Algérie n'existait pas, que c'est la France qui l'a créée. Oui, mais ça faisait partie de la démarche. Ce sont des dérapages contrôlés. Non, lui, il voulait, à travers ses déclarations choc spectaculaires, il voulait secouer le cocotier. En fait, même quand il a dit que ce n'était pas une nation, qu'il a accusé les militaires d'être des rentiers de la mémoire, c'était une manière de secouer le cocotier, mais en même temps, malgré le fait que le pouvoir algérien actuel, détenu ou représenté par Abdelmadjid Tebboune, n'a pas beaucoup de légitimité parce qu'il a été élu et choisi malgré et en dépit des Algériens et de leur mouvement de contestation. Et puis ils ont été sauvés par le régime a été sauvé par le Covid. Voilà. Je veux dire, et malgré le fait que l'Algérie aujourd'hui est une prison à ciel ouvert où les violations de droits de l'homme sont quotidiennes, où les violations des libertés de la presse sont quotidiennes, malgré tout ça, Emmanuel Macron, l'État français a fermé les yeux sur cette situation. Mais jusqu'à présent, si on fait le bilan de cette approche macronienne, on peut dire que c'est un échec. Je veux dire, oui, c'est un échec dans la mesure où il y a un pays qui est le Maroc qui est tenu à dire des vérités et à s'en tenir. Parce que non, mais il y a déjà un échec par rapport à la tentative de tourner la page du drame algérien, de la parenthèse algérienne. Je veux dire, même sur ce terrain-là, la France n'a pas gagné grand-chose. Non, c'est même un échec. Et d'ailleurs, même les Français commencent à le reconnaître. Ils ont instauré une commission présidée par Benjamin Stora et un historien algérien pour réfléchir sur les pistes. Oui. C'est une commission qui, jusqu'à présent, est restée lettre morte. Il n'a pas suscité l'enthousiasme des foules. Il n'a pas forcé l'admiration des élites, que ce soit françaises ou algériennes. Donc, jusqu'à présent, on est beaucoup plus dans l'expression de vœux pieux, parfois de l'agitation politique pure, mais sans grand résultat. On est dans la com, on peut dire, davantage que sur le terrain du réel. Alors qu'au début, Emmanuel Macron était parti avec une vraie idée de lancer un chantier qui serait couronné par une vraie réconciliation mémorielle. Résultat, il est à la moitié presque de son second mandat, il lui reste 3 ans ou 4 ans pour 2027, et rien ne bouge à ce niveau-là. Sauf que il est tombé victime d'une sorte de chantage algérien, chantage affectif, chantage à l'histoire, chantage à la culture, chantage à l'économie, en disant que la France ne doit pas à aucun moment adopter le positionnement américain sur le Sahara et doit garder une forme de neutralité. De statu quo. Entretenir un statu quo qui a son avantage davantage qu'une neutralité en réalité. Voilà. Un statu quo, tout sauf une neutralité. Voilà. Un statu quo qui empêcherait
la résolution de cette crise. Parce qu'en fait, le régime algérien n'a aucun intérêt à ce que cette crise soit résolue. Oui, parce que si cette crise est résolue... Il serait confronté à ses contradictions internes. Exactement. Il a besoin d'un ennemi extérieur. Et puis il sera confronté à une demande de démocratie, de transparence économique et d'interpellation de la part des Algériens. Où avez-vous mis les richesses tout à fait, les milliards, de l'Algérie qui se comptent par millions de milliards de dollars. Donc il y a cette question-là qui fait que le régime algérien a un intérêt stratégique à ce que la crise dure, à ce que le statu quo continue, à ce que jamais on puisse avoir une solution à la crise du Sahara. Donc, si j'ai bien compris, on peut invoquer la maxime qu'à force de vouloir courir derrière deux lièvres, on risque de n'en attraper aucun. C'est-à-dire que, là, effectivement, en même temps, la France a intérêt à avoir de bonnes relations avec le Maroc, mais en même temps, elle veut, voilà, pas de l'amitié de l'Algérie, mais de tourner la page du drame algérien. Et donc, à force de vouloir entretenir le statu quo entre les deux, peut-être que l'éventualité de perdre les deux à terme. Oui, à terme, on pourrait même le considérer d'échec personnel d'Emmanuel Macron, parce que quand il est venu, c'était un homme qui avait une dynamique nouvelle, qui avait des ambitions, il voulait secouer les choses, il voulait inventer une autre manière de faire de la politique, de faire de la diplomatie, des rapports internationaux. Rappelez-vous, les premiers mois ou les premières années de son premier mandat, il était partout. Et d'ailleurs, il adore ça, il adore intervenir dans les forums internationaux et être un agitateur de l'actualité internationale. Donc est arrivée cette crise maghrébine et on le sent mutique. Et même quand on lui pose la question la dernière fois que lors de sa conférence de presse où on lui a posé cette question, ce qu'il a trouvé à dire, que les relations entre le Maroc et le roi du Maroc sont bonnes et positives. Tout de suite après est venue une dénégation tout à fait officielle en disant non, les relations entre la France et le Maroc, pour le moment, ne sont ni bonnes ni mauvaises, ni bonnes ni calmes, ni rien du tout. Donc il ne faut pas inventer une nouvelle réalité. Oui, effectivement, Emmanuel Macron aujourd'hui... alors, il faut dire aussi au crédit d'Emmanuel Macron, c'est que cette crise est intervenue à la marge aussi d'une crise internationale importante. L'Ukraine. On sortait de la Covid et de ses conséquences économiques immenses et on entrait dans une confrontation militaire qui pourrait menacer la paix mondiale. En même temps, là, si je compare le bilan, déjà par rapport à la gestion diplomatique du conflit russo-ukrainien, du côté français, si on compare à ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, qui malgré tous ses défauts, a réussi quand même à aller à Moscou et à obtenir la fin du conflit en Géorgie, on voit bien que la méthode sarkozienne était beaucoup plus pragmatique et réaliste que le verbiage que l'on voit actuellement dans l'entourage macronien, mais qui en réalité vise à cacher un alignement total sur Washington par rapport à la question russe et ukrainienne. Oui, il faut dire aussi, et là je crois que Emmanuel Macron a péché un petit peu par une forme de naïveté. Et il voulait à la fois soutenir les Ukrainiens, faire en sorte qu'ils aient le maximum d'aide économique et militaire, et en même temps rêver entretenir un canal de communication et de négociation avec Vladimir Poutine. Ce que le Turc Erdogan a réussi à faire. Parce que Erdogan n'a pas appliqué les sanctions de la communauté internationale. Il a même trouvé une alternative par rapport à la question du blé ukrainien, etc. Alors qu'Emmanuel Macron, il veut en même temps... C'est le paraître, en fait. C'est juste paraître comme étant quelqu'un capable de parler à Poutine, mais dans les faits, il n'y a rien de concret. Mais ça a fini par ne rien donner, et ça a fini même par lui provoquer des craintes, enfin des critiques de la part des Ukrainiens et de la part d'un certain nombre de pays de l'Europe de l'Est, en disant arrêtez de miser sur la capacité ou la possibilité que Poutine va négocier une solution de compromis avec les Ukrainiens s'il n'est pas battu militairement, s'il n'est pas obligé par un rapport de force. Mais pour revenir à notre dossier, alors après la reconnaissance américaine de la marocanité de notre Sahara, que vous avez qualifié à juste titre de tournant, et comme vous dites, il y a un avant et un après, il y a eu 3 pays qui ont été fortement mécontents. Pour deux, à la limite, on peut comprendre. L'Espagne, la France. Mais l'Allemagne, c'est quoi L'Allemagne, au début, alors il faut rappeler que l'Allemagne, quand il y a eu la décision de Donald Trump de reconnaître la marocanité du Sahara, un des pays européens qui a demandé une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité pour
invalider ou tenter d'invalider cette décision, c'était l'Allemagne. Oui. C'est dire à quel point l'Allemagne de l'époque était très hostile à cette démarche marocaine. Parce que l'Allemagne, à l'époque, il y avait pas un partenariat, mais une relation privilégiée avec le régime algérien. Et puis, elle n'avait pas une amitié particulière politique pour le Maroc. Alors, qu'est-ce qui a changé? Il s'est changé qu'entre-temps, vu ce positionnement agressif de l'Allemagne, il y a eu un investissement diplomatique marocain sur l'Allemagne, il y a eu un travail au corps à corps, et puis surtout il y a eu un changement de ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères, et même un changement avec le départ d'Angela Merkel, il y a eu un nouveau chancelier. Donc tous ces éléments-là ont fait que, à un moment, les Allemands ont pris conscience, et sans doute aussi pour des raisons économiques profondes, les besoins de l'industrie allemande. L'hydrogène vert et également. Voilà, il y a un certain nombre de facteurs qui ont que les Marocains ont utilisé comme des arguments de conviction, de persuasion, qui ont abouti à ce que les Allemands changent de braquet et adoptent une attitude beaucoup plus favorable au Maroc, moins agressive que ne l'était quand ils avaient tenté de contrecarrer le positionnement américain. Alors, pour conclure, à quoi pourrait, selon vous, ressembler un réchauffement climatique entre le Maroc et la France? Un retour au statu quo d'avant la crise? Non, une nouvelle voie qui pourrait... Non, je ne crois pas, parce que le Maroc est engagé dans une voie qui a été bien résumée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en disant nous regardons ou nous évaluons nos alliances et nos amitiés et nos partenariats à la lumière du positionnement sur le Sahara, parce que ce positionnement est très important. Et je ne crois pas qu'on puisse faire marche arrière sur cette maxime, qui est une vision, une doctrine diplomatique marocaine. Donc, ce qu'attend le Maroc de la France, c'est à un moment une prise de conscience de cette diplomatie française qu'il est dans l'intérêt de la région. Il n'est pas que dans l'intérêt de la France, il est dans l'intérêt de la paix dans la région, de la démocratie dans la région, de l'essor économique dans la région, que toutes les bonnes volontés convergent pour mettre fin à cette crise. Et le changement attendu est que la France participe ouvertement à soutenir le plan d'autonomie des Nations Unies pour en faire l'unique solution de sortie de crise. Donc, est-ce que ça va se faire pendant le mandat de Macron ? Certains disent que non. D'autres disent que, de toute façon, le Maroc a le temps devant lui. Qu'est-ce que c'est que 3 ans, 4 ans? Oui, la temporalité d'un État n'est pas celle d'un individu. Voilà. Et... Donc, elle pourrait gérer ce statu quo de crise froide et mutique jusqu'à ce qu'il y ait un changement de locataire à l'Élysée, que ce soit une femme ou un homme, et avec cette nouvelle présidente ou président, ouvrir une nouvelle page. Ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas revenir à avant et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il y a une demande marocaine extrêmement importante à la France pour reconnaître la Marocaine du Sahara. Et un dernier mot qui est très important, les Marocains le savent et ils ont raison de le croire, qu'une fois la France change de positionnement ou clarifie sa position sur le dossier du Sahara, ce dossier sera définitivement clos. C'est dire à quel point c'est important, le verrou parisien, le verrou français est très important pour régler cette question. Et on comprend pourquoi il y a une telle pression, une telle demande des Marocains pour que ce verrou français cède et s'adapte au nouveau climat international. Et en même temps, il y a un tel acharnement algérien pour que ça n'arrive pas. Les Algériens, à la limite, peuvent digérer que l'Espagne le fasse ou un autre pays, mais pas que la France. Cela s'appelle de la politique, de la diplomatie, du bras de fer et de la sous-traitance d'influence. Les Algériens font tout pour faire plier la France et les Marocains font tout pour convaincre la France de changer de positionnement et d'être favorable de manière forte, voilà, à l'autonomie pour clore définitivement l'aventure du séparatisme polysarien au Maroc. Et puis peut-être qu'un ultime espoir serait que Macron étant dans son dernier mandat, son deuxième mandat, en général il n'y a plus d'enjeu, il n'a plus rien à perdre, décide de faire de la reconnaissance de la Marocainité du Sahara sa victoire diplomatique, il fera entrer dans l'histoire avant de partir, peut-être les quelques mois avant de partir. Alors au risque de vous surprendre, moi personnellement, je ne serais pas étonné
d'une accélération de ce genre de la part de Macron. Il peut ne rien faire, et comme il peut provoquer une accélération d'histoire, créer un événementiel important. Pour le meilleur et pour le pire. Provoquer un breaking news, un changement majeur dans la région, il est capable de le faire. Et comme vous l'avez si bien dit, il n'a plus rien à perdre. Il veut rentrer dans l'histoire. C'est qu'il ne sera jamais président après, vu la perte de... Il veut marquer l'histoire. Quelle belle autre manière de marquer l'histoire que de participer à clore un conflit régional qui dure depuis 50 ans. Moustapha Tossa, merci infiniment pour tous ces éclairages. On espère vous revoir très prochainement. Merci. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.